The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Alors bonsoir à tous et à toutes. Je vous remercie d'avoir honoré le rendez-vous de cette rencontre virtuelle que nous organisons pour cette campagne et qui va nous permettre, Annie et moi, de nous présenter et aussi d'expliquer un peu notre démarche de candidat et de futurs députés pour cette élection de la première circonscription des États-Unis et du Canada. Je laisse la parole à Sylvain qui organise ce webinaire et qui va vous expliquer un peu les modalités de prise de parole pour que nous puissions échanger, vous et moi. Bonjour et merci Franck. Alors, bonjour à tous. Vous pouvez prendre la parole pendant cette libre antenne. Il suffit pour cela soit d'appuyer sur la petite main qui se trouve dans l'interface à droite du GoToWebinar. Donc quand vous levez la main comme ça, moi je peux voir que vous demandez la parole et à ce moment-là on vous donnera la parole et vous pourrez poser votre question directement à Franck et à Annie, ou vous pouvez également inscrire votre question dans la boîte à questions de l'interface. Donc là vous tapez votre question, vous l'envoyez et donc moi je pourrais la lire à l'antenne pour avoir une réponse de Franck ou d'Annie. Alors on vous conseille également de faire des questions courtes pour obtenir des réponses courtes. Comme on a beaucoup de personnes en ligne, on pense qu'il va y avoir beaucoup de questions, donc pour essayer de passer un maximum de questions, il vaut mieux se limiter à des questions simples et courtes. Merci également d'indiquer votre ville et le pays d'où vous nous appelez. Également, faites attention aux bruits de fond et aux larcènes qui peuvent être qu'on peut entendre à partir de chez vous. Malheureusement, on devra vous couper le son s'il y a trop de bruit ou un larcène qui se fait lorsque vous avez la parole, mais vous pouvez toujours poser votre question par écrit via la boîte à questions. Alors, cette libre antenne est également enregistrée et sera disponible sur le site franksemama.com en début de semaine, donc vous pourrez à nouveau consulter cette libre antenne ainsi que les réponses de Franck et Annie. Voilà Franck, je te redonne la parole pour ta présentation. Merci beaucoup Sylvain. Alors, je me présente à vous en tant que franco-canadien. J'ai vécu à Montréal de juin 2005 à juin 2012. J'y suis arrivé en tant que résident permanent. J'ai commencé les démarches d'immigration dès la fin de l'année 2001. J'ai fait quelques voyages entre-temps au Canada, mais j'y ai définitivement, je le pensais à l'époque, posé mes valises en juin 2005. Je suis devenu par la suite citoyen canadien dans un parcours d'immigration assez classique, même si j'ai connu quelques difficultés administratives à ce sujet. Et j'ai dû rentrer en France donc au début de l'été dernier pour des raisons familiales, pour une période indéterminée. Je devais être auprès de ma famille dans des circonstances qu'on connaît parfois quand on est justement à l'étranger et en ayant laissé un derrière soi. Donc voilà en gros un peu mon parcours d'immigration. Ça m'a permis de connaître différents aspects, à savoir l'intégration dans un nouveau pays, mais je vous dirais aussi plus récemment donc le volet retour en France sur lequel j'ai eu beaucoup à faire avec les différentes administrations pour pouvoir régler un peu tous les aspects, que ce soit l'assurance maladie, trouver un logement, enfin un emploi, etc. C'est des aspects sur lesquels j'ai essayé d'insister un peu sur mon programme parce que c'est pas souvent mis en avant et pourtant il y aurait beaucoup à dire à ce sujet. J'ai été, pendant que j'étais au Canada, conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, mais également secrétaire de la section du Parti socialiste à Montréal. Ça m'a permis de m'investir politiquement, mais aussi dans le cadre associatif. J'ai participé à ce titre à différentes commissions consulaires pour régler des décisions relatives aux aspects des bourses scolaires, des pensions pour des personnes souffrant de handicap, adultes et enfants, également pour des pensions d'anciens combattants qui sont relativement nombreux à vivre à Montréal, des anciens combattants français. J'ai participé également à des activités associatives avec Français du Monde, sur un volet un petit peu plus festif, j'ai envie de dire, et je me suis également investi localement, que ce soit au sein du collège Stanislas, dont j'étais membre de la corporation, mais dans des activités un peu plus culturelles et loisirs, que dans une troupe de théâtre amateur, les amateurs, que j'ai confondé il y a maintenant de ça 4 ans et qui vit très bien, et qui continue de produire des spectacles de théâtre, des représentations, à peu près 5 par année, qui réunissent toujours un public de plus en plus nombreux. Et je suis assez fier de cette expérience parce que ça a été vraiment le pont culturel
entre des Français et des Québécois dans une démarche artistique. Ça a été pour moi, par exemple, un facteur d'intégration majeur. Et c'est un exemple que je donne régulièrement pour des Français qui arrivent au Québec et qui ont parfois la difficulté de franchir la barrière d'une autre culture et de rencontrer de nouvelles personnes, se faire de nouveaux amis. Voilà à peu près un tour d'horizon de mon parcours. Par la suite, il y aura peut-être des questions pour détailler davantage certains points. Je pense que mon parcours ressemble parfois à beaucoup d'autres, mais c'est vrai qu'il a été marqué très tôt par la volonté de s'impliquer dans la communauté française, à travers la politique, mais pas seulement. Je laisse la parole à Annie, ma suppléante, pour qu'elle se présente à son tour. Bonsoir, je suis donc la suppléante de Franck. Je suis franco-américaine installée depuis 23 ans dans le comté du Westchester qui est situé à la frontière du Connecticut. Donc ce n'est pas très loin de Manhattan, mais tout de même c'est près du Connecticut. Je suis détachée également de l'éducation nationale depuis 1989. Je suis toujours enseignante d'ailleurs, professeure certifiée de français au lycée franco-américain de New York, donc qui est la FASNY, connue sous le nom de FASNY. Concernant mes activités au sein de la communauté française, je suis très engagée et je suis membre entre autres du comité consulaire de New York pour la protection et l'action sociale, donc c'est ce que l'on appelle la CCPAS. Je suis également administratrice élue à la Caisse des Français de l'étranger, c'est-à-dire la CFE, élue également au conseil de gestion de la MGEN, qui est la mutuelle des enseignants d'éducation nationale. D'autre part, j'anime de temps en temps et bénévolement des conférences avec d'autres membres de Français du Monde, association à laquelle je suis vice-présidente, entre autres sur l'accès à la couverture médicale pour les Français des États-Unis. Et enfin, depuis 1990, je suis représentante élue avec Monique Curioni de Washington du syndicat des enseignants, c'est-à-dire le SE-UNSA. Pour les activités du DIC, je ne pratique plus maintenant, mais j'ai pratiqué très longtemps le judo, je suis ceinture noire et je suis surtout violoniste, c'est mon passe-temps depuis l'âge de 10 ans. J'aime beaucoup les concertos symphoniques en l'occurrence. Et je peins, je fais de la peinture pendant mes loisirs, aquarelle et huile. Voilà, comme vous le voyez, je suis très active, je suis passionnée et je suis engagée auprès de la communauté française. Je suis très attachée, bien évidemment, au bilinguisme et à la francophonie du fait de ma longue expérience. Lorsque les militants m'ont demandé d'être la suppléante de Franck pour l'élection partielle législative, je n'ai vraiment pas hésité. Connaissant Franck pour ses grandes valeurs humanistes, pour son intégrité et son excellente connaissance des dossiers concernant les Français d'Amérique du Nord. Voilà. Alors, merci Annie. Je pense qu'on va passer à la diapositive suivante qui illustre un peu notre démarche de campagne, celle d'aller à la rencontre d'un maximum de personnes dans une période relativement restreinte. Je pense que ma candidature, qui s'appuie d'ailleurs sur une équipe de personnes réparties sur toute la circonscription, se singularise par la connaissance du territoire. Alors, à moi tout seul, évidemment, je ne connais pas tout ce territoire. J'avais une expérience québécoise, principalement, mais j'avais des relations depuis plusieurs années, avec d'autres personnes dans la circonscription, des relations de travail. Je pense notamment aux personnes qui sont installées à Ottawa, puisque dans le cadre de mon mandat à l'Assemblée des Français de l'étranger, je couvrais une circonscription qui allait jusqu'à Gatineau. Il se trouve que les Français d'Ottawa sont aussi très actifs au sein de Français du Monde, ce qui m'a permis depuis longtemps d'échanger avec eux, de confronter un peu notre vision. Mais ça ne s'est pas arrêté à cette frontière-là. Dans le cadre de la campagne avec Corinne, depuis même avant la création des postes de députés des Français de l'étranger, Corinne et d'autres personnes nous nous étions rencontrés en 2006 à Montréal, jetant les bases d'une collaboration à l'échelle de ces deux pays. L'activité au sein du Parti socialiste m'a amené aussi à faire la première primaire, celle qui a désigné Corinne, mais aux côtés de Gabrielle Durana, et j'avais fait beaucoup de déplacements avec elle dans les différentes sections, notamment de la côte est des États-Unis. Ensuite, j'ai évidemment vécu aux premières loges la campagne de Corinne, puisque je m'occupais de sa campagne sur le volet québécois, mais je faisais également partie de la direction de campagne. Donc on discutait des différents points, des différentes approches, pour l'élaboration du programme, pour les propositions qui ont été faites. J'étais en position d'être un témoin privilégié. Et donc pendant cette campagne, il est évident que j'avais encore beaucoup à apprendre sur différents sujets, notamment les particularismes qu'on peut rencontrer dans la circonscription. Il
voilà pourquoi je me suis engagé à faire un maximum de déplacements, de rencontrer le plus de Français possible, des acteurs associatifs, les responsables de l'administration à travers les consuls, les ambassadeurs, des personnes du monde de l'éducation, parce que notre circonscription, même si elle a une homogénéité dans le cadre de vie, nous sommes clairement deux pays d'Amérique du Nord qui fonctionnons avec les mêmes règles, la vie de Français dans ces différentes zones se différencie sur des aspects comme sociologiques. Si je prends le cas de Washington, vous trouverez énormément de fonctionnaires internationaux à la Banque mondiale ou FMI. Si je prends la ville de Boston, vous trouverez également des populations étudiantes surreprésentées. Si vous allez en Floride, vous trouverez également une population un peu différente qui cherche notamment le soleil. Donc il y aura par exemple un certain nombre de retraités. La Californie, évidemment, vous avez toutes les nouvelles technologies qui y sont très bien représentées, mais aussi le monde de la recherche. Vous trouvez également des personnes qui cherchent aussi un cadre de vie comme étant un facteur premier de leur installation. Bref, je ne vais pas tout détailler parce que ce serait trop long, mais je pense que c'était pour moi nécessaire de passer par cette étape avant l'élection, évidemment dans le cadre d'une campagne, mais aussi pour préparer la fonction de député, qui nécessitera d'un côté de s'appuyer sur le plus large nombre de personnes présentes dans la circonscription, donc certains que je connaissais déjà, mais d'autres que j'ai appris à connaître, mais aussi avoir déjà une base de connaissances sur les différents sujets et les différentes attentes à présenter. On peut passer à la diapositive suivante. Alors, pour moi, c'est toujours sur l'écran la diapositive sur les villes. Voilà, c'est arrivé. Donc, notre campagne s'articule sur différents axes. Comme vous pouvez le voir sur cet écran, on a résumé sur 9 cases à peu près les thématiques qui sont dans le programme dont vous avez pu avoir connaissance si vous avez consulté notre site internet ou dont vous aurez l'exemple de mesures concrètes sur la profession de foi, d'ores et déjà disponibles sur Facebook ou sur le site internet, mais que vous devriez recevoir par la poste. Donc plutôt que de détailler chacune de ces mesures, je pense que ce sera l'opportunité au cours des échanges qui suivront d'apporter des réponses sur les points qui vous semblent les plus pertinents ou d'écouter aussi peut-être votre approche qui peut encore enrichir évidemment notre réflexion à Annie et moi sur la manière de vous représenter au mieux. Donc on peut passer à la diapositive suivante. Voilà, alors ça c'est un rappel évidemment à ne pas manquer. Ce sont les dates des élections. Sur le premier tour, nous sommes maintenant plus qu'à 3 jours du début du vote par Internet. C'est une période de 6 jours qui passera relativement rapidement. J'insiste là-dessus parce qu'il se peut que, comme l'année dernière, nous rencontrions des difficultés techniques pour pouvoir voter. Donc, tentez de voter le plus tôt possible, même si vous aviez fait le test de compatibilité qui vous avertissait que tout était bon, on pourrait encore avoir malheureusement de mauvaises surprises. Nous sommes prêts à les anticiper, il faudra peut-être quelques jours pour pouvoir trouver les solutions. Donc si on identifie le problème le plus tôt possible, on sera le plus en capacité d'y apporter une réponse. Donc le deuxième tour par la suite, ce sera la même chose avec un vote anticipé par Internet, cette fois qui commencera le 29 mai pour une période de temps équivalente. Et donc le scrutin se terminera par le vote à l'urne le samedi 8 juin. Sur une tranche horaire variable selon l'ampleur du bureau de vote. En théorie, quand vous alliez voter dans un bureau de vote en juin dernier, ce bureau de vote existe toujours. Par contre, auront été réduit le nombre de tables parce qu'on s'attend à une affluence moindre, mais que déjà, lors du précédent scrutin, on s'était trouvé en quelque sorte en surcapacité, puisqu'il y avait beaucoup d'électeurs qui avaient fait le choix du vote par Internet, donc beaucoup moins de présence pour le vote à l'urne. Je me suis permis, Franck, de corriger très rapidement. J'avais fait une erreur dans le slide et le vote par Internet commence les mercredis et pas les mardis. Mercredi, d'accord. Donc tu peux passer à la diapo suivante sur la mobilisation. Oui, alors, cette élection, en fait, par sa faible participation attendue, va être vraiment dépendante des électeurs qui vont faire le choix de voter. Il y a plusieurs approches, évidemment, quand on se pose la question, doit-on voter pour cette élection ? Un réflexe pavlovien pourrait être de voter pour ou contre le gouvernement, mais ce serait se tromper de cible. Et ce serait surtout mettre en péril un acquis qui est celui d'avoir un député des Français de l'étranger. Un député des Français de l'étranger se doit de connaître évidemment la circonscription qu'il veut représenter, mais plus encore maîtriser les différents sujets sur lesquels un parlementaire se doit d'intervenir quand on traite des questions en lien avec l'état civil, les passeports, les règles pour le mariage pour tous. Plus récemment, on en a eu l'illustration avec le travail de Corinne.
C'est fondamental finalement que ce mandat soit bien entre les mains de Français de l'étranger. Et donc, c'est pour ça que je fais cet appel en vous disant que cette élection, c'est la vôtre. Et si vous ne votez pas, ou si finalement vous laissez des personnes en plus grand nombre voter par rapport à un critère qui n'a rien à voir avec la représentativité des Français de l'étranger, on prend le risque finalement de donner un message à notre gouvernement et à ceux qui suivront que les Français de l'étranger n'ont pas nécessairement le besoin d'être représentés. Parce qu'on a conscience que cette élection, elle n'est pas simple à organiser. Et donc c'est important que ceux qui votent le votent en nombre suffisant, mais qu'aussi ils fassent entendre leur voix. Et pour garder cette voix, il faut donc que quelqu'un à l'Assemblée nationale puisse défendre ces sujets-là en lien direct avec la circonscription. Donc les vrais enjeux, c'est exactement de représenter la réalité des Français en Amérique du Nord, au Canada et aux États-Unis, pas de discuter, de savoir si le gouvernement doit être soutenu ou non, puisque cette voie-là ne changera rien dans la réalité de la majorité actuelle au pouvoir. En revanche, je pense, si je suis élu, qu'en tant que membre de la majorité, j'aurai des propositions à faire qui ne seront portées par aucune autre voix, et je pourrais aussi me faire entendre plus facilement. Je crois que si une critique vient de quelqu'un de la majorité, elle a plus de chances d'être entendue pour ce qu'elle est, à savoir constructive, que si elle vient, par exemple, d'un député de l'opposition, qui sera de toute façon dans la critique systématique. C'est d'ailleurs un regret que je peux avoir dans les pratiques politiques en France, c'est que nos personnels politiques manquent de responsabilité. Et je pense que ma candidature non seulement incarne une réalité nord-américaine, mais elle porte aussi en elle des valeurs qui manquent cruellement dans le travail parlementaire. Voilà, je vais céder la parole à Sylvain en vous lançant cet appel, en vous disant responsabilisez-vous par rapport à cette élection, faites en sorte que vous-même vous votiez, mais qu'également vos proches qui peut-être ne s'intéresseraient pas à cette élection le fassent également. Je vous remercie de votre écoute et puis j'attends vos questions. Merci Franck et merci Annie pour votre présentation. Alors on a déjà beaucoup de questions qui nous arrivent par écrit. Je voudrais juste rappeler donc à toutes les personnes qui nous écoutent, puisqu'on a beaucoup de personnes qui se sont connectées en route, que vous pouvez poser vos questions en direct à Franck et à Annie. Donc vous pouvez le faire de deux manières, soit en levant la main, en appuyant sur la petite main qui se trouve dans l'interface GoToWebinar à droite de votre écran. Et à ce moment-là, je vous donnerai la parole et vous pourrez directement parler et poser votre question. Mais vous pouvez également inscrire votre question dans la boîte à questions et je lirai donc votre question à l'antenne. Donc voilà, donc je vois pas de main qui s'est levée pour le moment, donc on va prendre les questions à l'écrit. Donc Franck, si aussi tu peux faire des réponses donc rapides pour qu'on puisse passer un certain nombre de questions, puisqu'on a beaucoup. Donc d'abord, on a une question d'un Français de Washington qui nous demande que pensez-vous de la réforme de l'AFE qui vient d'être discutée au Sénat et le sera à l'Assemblée nationale dans les prochains jours? Alors, est-ce qu'on m'entend? Parce que je ne suis pas sûr. Oui, c'est bon. La réforme de l'AFE, en fait, est en cours de discussion et comporte deux volets. Celui de réformer les élus de proximité à travers la création de nouveaux élus qui s'appelleront les conseillers consulaires et qui seront élus au sein de chaque consulat général. Ce volet-là de la réforme fait relativement l'unanimité en sa faveur, c'est-à-dire que ce travail de proximité était devenu une nécessité dans le sens où nos communautés s'élargissent, mais qu'il y avait toujours des zones qui n'étaient pas représentées directement par ces élus. Les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, par exemple celui que j'étais, vivait à Montréal, mais se trouvait particulièrement loin de Québec, où je me rendais une fois par mois, et de Moncton et Halifax, où je me rendais qu'une fois par an. Donc l'important, c'est que maintenant, les élus qui seront ces conseillers consulaires, siégeront pour un et unique consulat et seront résidents du consulat en question. Là-dessus, je crois que je n'ai encore entendu aucune critique. Le deuxième volet, qui est peut-être un peu plus difficile pour le moment et qui donne lieu à beaucoup de discussions au sein de la majorité, mais aussi de l'opposition dans le travail législatif en cours, c'est ce que deviendront finalement les élus à l'Assemblée des Français de l'étranger dans leur travail plus politique, celui de siéger à Paris au sein de l'Assemblée des Français de l'étranger. Donc les modalités d'élection sont en train d'être discutées sur le nombre de circonscriptions, donc sur le nombre d'élus, et également sur leurs attributions. Alors je crois qu'il est important que ces élus gardent un pouvoir politique fort et qui puissent venir se faire entendre à Paris, parce qu'ils ne sont pas un doublon de ce que sont les députés de l'étranger. Au contraire, ils sont des personnes qui témoignent d'une réalité locale avec force, parce que c'est leur première attribution.
Un député à l'Assemblée nationale, en revanche, lui, sera un député de la nation. Donc même s'il est responsable en quelque sorte de sa circonscription, son travail est beaucoup plus large. Il a besoin d'être épaulé par des spécialistes du terrain. Et pour ma part, en tant que député, je compte pouvoir justement travailler avec l'ensemble des élus, aussi bien les conseillers consulaires, mais ces futurs élus à l'Assemblée des Français de l'étranger, qui seront mes partenaires directs, quelle que soit leur étiquette politique ou associative, quand ils seront candidats. C'est vraiment eux qui permettront au travail de député de trouver tout son sens dans sa réalisation concrète dans la circonscription. Merci Franck. Alors une autre question qui nous vient par écrit, une question de Bernard de Philadelphie. Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées lors de votre retour en France? Quels conseils donneriez-vous aux Français de la circonscription dans ce cas? Alors je vous dirais que j'étais en quelque sorte privilégié en tant qu'ancien conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger en charge des affaires sociales, parce que notamment une des démarches qui est relativement compliquée, c'est la réaffiliation à la sécurité sociale. À partir du moment où on a passé un an en dehors de France, vous n'êtes plus affilié à la sécurité sociale, vous n'êtes plus ayant droit ni cotisant. Alors je connaissais ce dossier-là et donc je savais les chemins par lesquels on peut rentrer à la sécurité sociale. Je vais les rappeler brièvement pour ne pas être trop long. C'est soit en retravaillant vous-même, soit en étant l'ayant droit de quelqu'un, soit en souscrivant à la CMU, qui contrairement à ce qu'on croit n'est pas gratuite mais dépend de vos revenus. Ce parcours-là était par exemple le plus compliqué. Mais j'ai rencontré aussi des difficultés pour trouver un logement, pour convaincre un bailleur de me faire confiance en n'ayant pas encore tout de suite retrouvé un travail en m'installant. J'ai trouvé ça même plus difficile que la démarche inverse en m'installant au Canada. Mais aussi dans les démarches de recherche d'emploi où finalement refaire un CV à la française est moins simple qu'il y paraît, surtout quand on a une carrière professionnelle à l'américaine où on marie plusieurs branches professionnelles, ce qui était mon cas, où finalement le résumé de ce qui m'a été indiqué, c'était de faire 3 CV différents pour pouvoir postuler à 3 types d'emplois différents. Je ne pouvais pas, j'avais besoin de cacher certains aspects de mes compétences finalement pour avoir l'air d'être un spécialiste dans chacun de ces domaines. Avoir une compétence plus large et plus générale peut vous desservir dans certains types d'emplois comme c'est le mien en informatique, en finance et en comptabilité. Merci. Alors une autre question de Michel de Cincinnati. Il n'y a pas d'école française dans ma ville. Quelle possibilité pourrait avoir ma fille qui a 8 ans? Pourrait-elle par exemple obtenir une bourse? Alors, s'il n'y a pas d'école du réseau français, non, il ne peut y avoir de bourse. Les formes d'aide à la scolarité sont réservées pour les écoles qui sont du réseau de la UEFE ou de la mission laïque, parce qu'il y a soit une homologation, soit un conventionnement avec ces établissements. En revanche, ce problème vous n'êtes pas le seul à le porter. Beaucoup de Français dans la circonscription n'ont pas eu d'offre pédagogique satisfaisante par rapport à leur envie d'avoir une scolarité en français. Donc il y a eu plusieurs initiatives, notamment des parents, qui ont créé parfois des programmes flammes, des programmes d'after school qui permettent de faire un enseignement de français complémentaire à l'école en cours du soir. Et c'est sous forme associative que se sont créées ces structures-là. Dans d'autres cas, c'est carrément des associations de parents, je pense à Miami, qui se sont rapprochés d'écoles publiques pour leur proposer la mise en place de filières bilingues en apportant une masse critique de parents intéressés. Et c'est des formules qui ont connu un succès très important puisqu'elles ont été déclinées sur plusieurs écoles par la suite. Donc c'est peut-être sur ce domaine-là que je vous orienterai, car la création d'un nouvel établissement français tel qu'on l'entend dans les lycées français à Montréal, Toronto, New York, San Francisco, etc., je ne crois pas qu'on puisse prévoir à moyen terme de voir un nouvel établissement se créer. Et ceci dit, il ne faut pas exclure cette possibilité. Mais pour avoir une réponse rapide qui puisse concerner votre enfant avant d'attendre qu'il ait fini sa scolarité, c'est peut-être dans ce domaine-là qu'il faudrait chercher, à savoir la constitution de partenariats avec des écoles publiques, soit sous la forme d'after school, soit sous la forme de création de programmes bilingues. Alors une question de Jacques de Montréal. Vos adversaires à cette élection parlent de la suppression brutale et injuste de la PEC, la prise en charge des frais de scolarité. Quelle solution pourrez-vous apporter à ce problème? Alors le problème a été réglé, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas reconnaître que la suppression a été effectivement brutale. Quant au caractère injuste, en fait, tout a été fait pour qu'il le soit le moins possible, à savoir que ceux qui avaient le droit à une bourse scolaire, c'est-à-dire ceux qui avaient des revenus suffisamment faibles en rapport du barème des bourses pour avoir la scolarité financée, ont obtenu des bourses et les instructions qui avaient été données au consulat, aux différents consulats, étaient d'être le plus large possible. Donc,
Donc globalement, on a eu un passage, une transition certes brutale, puisqu'elle est arrivée au milieu de l'été, mais qui a pu se passer sans trop de difficultés. Il faut savoir que la prise en charge ne pouvait pas continuer parce qu'elle c'était en fait un chèque en blanc qui était envoyé pour chaque enfant français dans tous les établissements scolaires pour les classes de seconde, première et terminale. Et le budget de l'État ne suivait pas. Nous n'avions plus les moyens financiers de payer la prise en charge dans tous ces établissements. À titre d'exemple, à San Francisco, c'était un chèque de 33 000 $ que l'on faisait pour chaque enfant français scolarisé dans ces 3 classes de lycée. Donc, au moment où le gouvernement est arrivé au pouvoir, il n'y avait d'autre choix que de basculer les élèves qui avaient le droit sur le système de bourse parce qu'il n'y avait pas d'argent tout simplement pour financer la prise en charge une année de plus. Ceci dit, si l'argent avait été disponible, évidemment, nous prenions la continuité d'une année supplémentaire pour que les gens soient suffisamment avertis à l'avance pour pouvoir prendre les dispositions nécessaires pour financer la scolarité de leurs enfants. Merci Franck. Alors je fais un petit rappel puisqu'on a encore de nouvelles personnes qui se sont connectées, que vous pouvez toujours poser vos questions soit par écrit en utilisant la boîte à questions ou alors à l'oral. N'ayez pas peur, n'hésitez pas. Pour l'instant, personne n'a osé lever la main pour prendre la parole, mais si vous voulez prendre la parole et poser votre question, c'est faisable. Donc il suffit de cliquer sur la petite main dans l'interface qui ensuite nous signale que vous souhaitez poser une question. Donc on va enchaîner sur une question suivante. Un Français de Washington nous demande: que pensez-vous du rapport Jospin qui propose de réformer la représentation des Français de l'étranger? Faut-il revoir le découpage, le nombre de députés, le mode de scrutin, etc. Alors, cette question me permet de revenir sur un point que j'ai mentionné dans ma présentation, c'est sur l'intérêt finalement d'avoir un député des Français de l'étranger qui est en capacité de travailler sa circonscription. Parce que le rapport Jospin nous a montré quelque chose qu'on savait malheureusement déjà, c'est que vu de France, on comprend très mal la réalité à la fois du mode de vie, mais aussi de la représentation politique des Français de l'étranger. Donc le travail que j'aurai à faire une fois élu député pendant ces 4 ans de mandat qu'il reste, c'est de montrer justement qu'on peut faire vivre cette circonscription et être une valeur ajoutée pour les Français de l'étranger, mais aussi pour le travail législatif. Il faut démontrer à Lionel Jospin que sa proposition va à l'encontre de l'intérêt des Français. Et ça, ce travail a déjà été commencé. La bonne nouvelle, c'est que l'année dernière, il y a eu 8 députés sur 11 qui ont été élus par la gauche. Ça a été une surprise et donc ça a envoyé un premier signal. C'était de montrer finalement que quand on proposait des candidats de terrain, ça crée une adhésion des Français à cette élection, puisqu'ils ont fait le choix d'abord de porter à l'Assemblée nationale des Français qui connaissaient leur réalité plutôt que de réfléchir sur une couleur politique. Et deuxièmement, ces députés ont commencé donc à travailler, ils ont 1 an de mandat, donc il leur en reste également de 4, pour apporter la démonstration que leur travail a un sens. Et donc je veux rejoindre cette équipe, puisque plusieurs d'entre eux, je les connaissais, puisqu'ils sont des anciens conseillers à l'AFE, et que ce soit des députés de droite ou de gauche, je pense qu'on a un combat commun à mener sur ce terrain, celui d'apporter la preuve, par l'exemple, que l'on peut être élu d'une circonscription aussi grande que les États-Unis et le Canada pour ce qui me concerne, et apporter un travail concret de terrain relayé par toute cette équipe de campagne qui me suit déjà aujourd'hui, qui sera sans doute élargie après l'élection. Merci Franck. Alors une question sur les passeports. Marc d'Ottawa nous dit qu'il n'y a pas de possibilité de faire son passeport à l'ambassade d'Ottawa. Il faut aller à Toronto et donc perdre une journée entière de travail et payer le trajet aller-retour en plus du coût du passeport. Pourrait-on refaire son passeport à Ottawa dans le futur? Alors c'est un souhait que je portais déjà en tant que conseiller à l'AFE, parce que même si ce n'est pas ma circonscription Ottawa, elle est voisine de Gatineau, qui elle faisait partie de ma circonscription. Et ça paraît absurde de se dire qu'on a l'ambassade, qui est un très bel édifice présent, donc on n'a pas un problème de locaux pour pouvoir mettre une personne et un dispositif pour faire les passeports. Donc mon intention est clairement de plaider pour qu'on réouvre une chancellerie à Ottawa et qu'on soit en mesure de faire les passeports. En attendant, il y a une possibilité d'utiliser le nouveau dispositif qui se déploie actuellement au pays. Il y a déjà 2 postes, celui de San Francisco et celui de Washington, qui sont pourvus d'une valise biométrique qui permet de faire des tournées du consulat pour réaliser les passeports. Donc ce qu'ils font dans cette circonscription-là, c'est qu'ils envoient un courriel ou un courrier postal aux Français qui y habitent en leur donnant rendez-vous s'ils veulent faire un passeport, tel lieu, telle heure, et comme ça évite de faire le moindre déplacement pour pouvoir faire son passeport. Mais bon, c'est une solution pour le moment. Je reviens sur la proposition initiale qui est réellement de rouvrir la possibilité de faire des passeports à Ottawa. Il y a un autre point aussi, il faut que je rajoute, c'est que la loi a changé et maintenant on a la possibilité de faire un passeport n'importe où
dans le monde, donc dans n'importe quel autre consulat, mais même en France. Certaines personnes qui auraient un passeport en cours de validité pour cette année et qui pourraient se rendre pour leurs vacances en France, pourraient profiter de ce temps de présence en France de plusieurs semaines pour faire changer leur passeport, même s'il n'est pas encore périmé, et prendre les devants, et comme ça d'éviter d'avoir à se payer un déplacement supplémentaire. Et si vous vous déplacez dans la circonscription, vous pouvez également demander à faire votre passeport dans un autre consulat. Pour le moment, les passeports ne peuvent pas être renvoyés dans un autre consulat, mais ça, j'aimerais changer aussi ce dispositif. Je me suis rendu compte dans mes déplacements que ça apporterait beaucoup de facilité dans l'attribution, enfin la réalisation des passeports quand on n'est pas proche d'un lieu permettant de faire les passeports biométriques. Ok, merci Franck pour ces informations très utiles. Donc on a une question de Alexis de la publication en ligne French Morning. Donc attention Franck, c'est on the record. Donc Franck, avez-vous des inquiétudes quant à la sécurité du vote par Internet? Alors, la sécurité du vote par Internet suscite nécessairement des inquiétudes à partir du moment où vous ne pouvez pas voir ce qui se passe à l'intérieur de cette boîte noire que représente un ordinateur qui recense les votes. Donc, il est légitime de se poser la question. Ceci dit, des processus de contrôle sont mis en route, à savoir une expertise par des huissiers de justice habilités à examiner le code du programme et qui garantissent son bon fonctionnement. Je sais bien que comme il n'y a pas un contrôle direct citoyen, on ne peut pas avoir une satisfaction entière de cela. C'est pour ça que, pour ma part, je souhaite qu'à l'avenir, nous conservions toujours le vote à l'urne. Cependant, dans le cadre de notre circonscription, pour le vote des Français de l'étranger, vu l'éloignement des bureaux de vote, on ne peut pas se passer de ce vote par Internet. J'ai suffisamment confiance par rapport aux résultats déjà des élections précédentes qui ont montré, alors qu'on avait un gouvernement de droite, que le vote par Internet avait apporté à l'Assemblée nationale une franche majorité de députés de gauche. Donc on a bien vu que dans ce cas-là, il n'y avait pas eu, ou ça aurait été surprenant finalement qu'on en arrive à un résultat de cette nature si le pouvoir pouvait modifier le résultat du vote. Les contrôles ont été faits, une expertise aussi par la suite a montré que le vote était conforme même avec l'expression du vote à l'urne. Donc on a aussi cette possibilité de voir, c'est que la tendance se confirme aussi bien pour le vote électronique que le vote à l'urne. Mais j'insiste, pour ma part, en tout cas, je tiens à ce que le vote à l'urne soit le mode de vote le plus important dans sa capacité à permettre aux citoyens de confirmer véritablement, en étant témoins, que le processus de vote s'est déroulé correctement. Alors merci. Donc on a une question de Arnaud depuis San Francisco qui demande « Franck, as-tu trouvé une bonne idée chez un autre candidat à cette élection législative et si oui, laquelle ?» C'est une question difficile, je ne voudrais pas en privilégier un plutôt qu'un autre. Je vous dirais que globalement, si je pense au débat qui a eu lieu la dernière fois, je me souviens que Nicolas Druet du MoDem avait exprimé l'idée, s'il était élu député, de faire travailler ensemble tous les députés et les sénateurs des Français de l'étranger, quelle que soit leur étiquette politique. Je trouve cette idée brillante, d'autant qu'elle est déjà mise en pratique. C'est-à-dire ceux qui connaissent les députés et les sénateurs des Français de l'étranger peuvent le vérifier. Qu'on soit de droite ou de gauche, on travaille toujours ensemble, puisqu'il est inutile parfois de présenter le même amendement, où il est parfois intéressant de travailler en équipe pour convaincre ses propres groupes qu'il faut prendre en compte tel ou tel aspect des choses. Donc voilà, à brûle-pourpoint, l'idée d'un autre candidat qui m'apparaît la plus intelligente et qui finalement est la moins difficile à mettre en œuvre. D'accord, alors on a une question, ou plutôt un commentaire de Maryse de Miami qui nous dit « Et les impôts, point d'exclamation, et la carte vitale pour les retraités qui rentrent en France pour des congés ?» Alors si tu pouvais parler un petit peu de ces deux problématiques. Cette question m'aide à compléter ma réponse précédente pour ce qui concerne la carte vitale. Effectivement, c'est une très bonne idée et on est plusieurs candidats à le proposer. C'est-à-dire que quand on est retraité, qu'on touche une retraite française pour un montant dépassant un certain plafond, qui n'est pas très élevé, hein, qui est de moins de 1 000 € par an, hein, j'insiste, 1 000 € par an, hein, pas par mois, vous touchez une retraite qui vous ouvre des droits à l'assurance maladie. Au moment, pour des questions techniques et une volonté qui n'a pas encore été suffisante, on ne donne pas des cartes vitales aux résidents hors Europe quand ils viennent en France. Donc ils sont obligés d'avancer les frais et de remplir une feuille de remboursement pour récupérer l'argent. Et c'est dommage. Donc je pense qu'il faut inciter là-dessus. Et quand je serai député, parce que je représenterai une zone du monde qui n'y a pas le droit, j'insisterai lourdement pour que cela puisse aller de l'avant. Alors l'autre volet de la question, je vais essayer de ne pas être trop long, mais ça mériterait aussi qu'on s'y attarde, la question de la fiscalité.
D'abord, je tiens à rassurer celles et ceux qui pourraient recevoir des communications d'autres candidats. Il n'y a aucun projet de la part du gouvernement de taxer les revenus des Français à l'étranger. Ça, c'est une manière de faire de la politique que je n'apprécie guère, c'est celle d'essayer de créer un climat de peur pour se présenter comme le chevalier blanc qui va sauver tout le monde du péril ou le pompier qui va éteindre l'incendie, mais l'incendie n'existe pas. Donc c'est un peu hypocrite d'essayer de convaincre les électeurs de cette manière-là. Toutefois, il existe bien un problème de fiscalité qui nous concerne, c'est la fiscalité pour les appliquer aux non-résidents, c'est-à-dire français et étrangers, mais qui ont un bien immobilier en France. En ce qui nous concerne aux États-Unis particulièrement, on se retrouve avec une fiscalité qui atteint maintenant un montant de 48%, parce que s'ajoute à la taxe commune de 33% un tiers, la CSG qui est à 15%, donc on arrive à 48 un tiers % d'imposition sur les revenus immobiliers, de loyer ou de cession d'un bien immobilier. Là-dessus, c'est une situation anormale, parce qu'en Europe, dans le même temps, on a une imposition beaucoup plus faible. Et puis parce que dans d'autres pays, grâce aux conventions fiscales, on n'a pas à payer cet impôt qui finalement peut être compensé par les déclarations de revenus qu'on fait dans le pays où on habite. Donc il faut s'attaquer à cela, et je m'y suis engagé toujours au cours de ce débat, mais lors de différentes réunions publiques, à ce que un des engagements majeurs de mon mandat, ce soit justement de rétablir cette justice fiscale pour que le niveau d'imposition des Français aux États-Unis en particulier, mais même aussi au Canada dans certains cas où ils peuvent bénéficier de l'entente fiscale, ne soit à ce point discriminatoire. Je le dis haut et fort, 48% d'imposition sur les revenus immobiliers en France est un taux d'imposition trop élevé et qui est d'autant plus injuste qu'il n'est pas partagé par tous. Merci Franck. Alors une question de Caroline de Montréal qui nous demande quelle est votre vision du rôle du suppléant à vous et à Annie Michel. Alors déjà, Annie, tu voudras peut-être compléter, mais je vais commencer par dire que pour moi, c'est fondamental, quand on est dans notre situation à nous, d'être au sein de deux pays, le Canada et les États-Unis, pour ma part dans un contexte francophone et Annie dans un contexte anglophone, de pouvoir miser sur une certaine complémentarité de parcours. Le travail d'équipe, il se fait aujourd'hui, mais il se poursuivra une fois élu. C'est-à-dire que Annie, en restant dans la circonscription, aura la possibilité de se déplacer et d'aller à la rencontre des Français et créer un contact direct pour organiser éventuellement des permanences ou participer à différents événements. Je serai également présent dans la circonscription, mais moins souvent qu'Annie, puisque le travail parlementaire sera quand même l'engagement premier que je me donne, celui d'être assidu aux travaux de l'Assemblée nationale. Mais Annie est, comme moi, une partie d'une équipe, je dirais la face immergée de l'iceberg, et nous travaillons avec d'autres personnes partout sur la circonscription. Ce qu'il faut comprendre, c'est que par le passé, peut-être Corinne n'a pas été en capacité de travailler avec son suppléant, mais cette difficulté-là n'aura pas lieu entre Annie et moi, bien évidemment. Et surtout, une des premières priorités de l'exercice de mon mandat, ce sera de mettre en avant cette équipe locale, que les interlocuteurs soient connus et qu'Annie soit en capacité justement d'être appuyée par tous ces Français qui vivent déjà aux États-Unis et au Canada et qui ont répondu présents pour cette campagne et qui seront également présents pour exercer ce mandat. Annie, si tu veux compléter, je te laisse la parole. Oui, je trouve que merci beaucoup, c'était très très explicite. Je voulais simplement rappeler que le député suppléant remplace Franck simplement s'il est nommé au gouvernement, au Conseil constitutionnel, ou dispose d'une mission confiée par le gouvernement au-delà de 6 mois. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Merci. Alors Annie, on va sûrement rester avec toi puisqu'on a une question de Jérôme de New York qui nous demande à quoi sert la CFE. Je n'en ai jamais entendu parler. Alors, la CFE, en fait, c'est la Caisse des Français de l'étranger et c'est le lien avec la sécurité sociale française. C'est-à-dire que lorsque vous quittez la France, vous avez possibilité de continuer à cotiser à la sécurité sociale en adhérant à cette CFE, à cette Caisse des Français de l'étranger, qui est justement gérée par 2 ministères, enfin qui est sous tutelle plutôt de 2 ministères. Et il y a donc un conseil d'administration et nous gérons avec ces ministères tous les problèmes rencontrés pour une prolongation de la sécurité sociale. Elle donne droit également à continuer à cotiser à la retraite Donc en fait, la CFE est un pont entre la CNAV, c'est-à-dire la caisse de vieillesse française, et vous-même. Et ainsi, on n'a pas du tout de problème quand on rentre en France. On est immédiatement
on est immédiatement couvert par la sécurité sociale et également on continue de cotiser pour ses retraites. Mais il faut savoir que la CFE rembourse selon les sommes françaises, c'est-à-dire très peu. C'est-à-dire que si vous allez chez un médecin aux États-Unis, vous payez 100 $ la consultation, elle vous sera remboursée 20 euros, enfin, 30 $. Donc là, j'ai bien évidemment, si vous avez besoin de plus de renseignements, je vous les communiquerai. Vous pouvez toujours m'envoyer un mail, mais c'est quand même une caisse donc qui est très intéressante. Merci Annie. Alors je rappelle à tout le monde que vous pouvez toujours continuer à envoyer vos questions par écrit via la boîte à questions ou alors lever la main et poser votre question en direct. Qui sera le premier ou la première à vouloir parler dans cette libre antenne? N'hésitez surtout pas. Donc on passe à une question suivante. On a JP de Québec qui demande à Franck, dans vos déplacements au sein de la circonscription, avez-vous découvert une expérience locale dont vous pensez qu'elle vaudrait d'être importée en France? Alors, des expériences locales, il y en aurait plusieurs. Je vous dirais, dans mes déplacements dans la circonscription, j'ai tweeté, je crois, sur mon expérience de carpooling à San Francisco, parce que j'ai trouvé très intéressant que une démarche au départ de mise en place d'une voie réservée pour les véhicules comprenant plus de 3 passagers puisse finalement créer un comportement citoyen où des personnes qui vont travailler s'arrêtent pour prendre d'autres personnes en stop et les amener dans le centre-ville de San Francisco sans qu'il n'y ait le moindre échange d'argent entre eux, parce que c'était un incitatif gagnant-gagnant finalement, pour reprendre une expression qui avait été popularisée en 2007. Donc ce type d'initiative est enrichissante parce que ce n'est pas au pouvoir public de tout organiser, mais par contre en mettant en place les moyens pour développer un comportement vertueux, on peut trouver comme ça un effet de levier très intéressant. Et ça, évidemment, je prends un exemple très spécifique, très local, mais je crois que c'est une démarche politique qu'on peut avoir aussi en France plus largement quand on aborde différentes volontés de politique publique. C'est ne pas de tout diriger en disant il faut faire comme ça, mais simplement de donner des moyens pour qu'un comportement devienne favorable pour un ensemble de personnes. D'accord, alors on prend à nouveau une question de Michel de Cincinnati qui nous demande pourquoi n'y a-t-il plus de candidature d'union avec les écologistes? Cyril Giraud a l'air déçu de ne pas être le candidat pour remplacer Madame Narassiga. Alors il y avait effectivement un accord lors de la précédente élection pour que nous ayons un candidat du Parti Socialiste et un suppléant d'Europe Écologie Les Verts. Cet accord aurait pu être reconduit. Simplement, il y a eu un problème de casting, j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire que le Parti Socialiste, à travers ses militants aux États-Unis et au Canada, m'a choisi pour être leur candidat. Nous avons organisé une élection, une confrontation entre 2 candidatures. Il y avait d'un côté Gabriel Durana, qui est par ailleurs une amie, donc c'était un peu original de se retrouver l'un face à l'autre, mais on a proposé deux approches différentes, 2 candidatures évidemment, 2 individus différents, mais aussi 2 méthodes de faire campagne qui étaient différentes et 2 objectifs aussi différents en tant que député. Il se trouve que les militants ont choisi de me proposer d'être leur candidat et ça a été ensuite validé au sein du Parti Socialiste. Donc voilà, l'offre était pour Europe Écologie, c'est que je sois le candidat et qu'ils puissent nous proposer un suppléant. Mais leur offre a été différente, c'était celle de nous dire nous vous proposons que Cyril Giraud soit à nouveau le suppléant. Donc on s'est trouvé dans une forme d'incompatibilité puisque nous ne pouvions pas présenter 2 garçons ayant leur légitimité d'origine à Montréal. Ça ne faisait pas très équilibré pour une circonscription aussi diverse que la nôtre. Voilà pourquoi. Merci. Alors on a une question d'un citoyen de Québec qui nous demande comment envisagez-vous l'accompagnement des Français homosexuels mariés au Canada ou dans les États des États-Unis où c'est possible pour faire reconnaître leur union en France dès que ce droit sera effectif, et inversement sur la question de la reconnaissance des mariages français dans les États où ils ne sont pas reconnus. Alors, la difficulté qu'on a pu rencontrer quand on a décidé de voter cette loi, et Corinne était aux avant-postes pour prendre cette sensibilité-là, c'était dans les pays où l'homosexualité était interdite. Là, on avait potentiellement des difficultés, c'est-à-dire pour pouvoir marier des personnes en procédant à un acte qui était reconnu comme illégal, voire répréhensible. Donc, pour ce qui concerne les États-Unis et le Canada, je ne crois pas qu'on soit dans cette situation-là. Sauf erreur de ma part, même dans un État
où le mariage homosexuel ne serait pas reconnu aux États-Unis, rien n'empêcherait la France de célébrer un mariage homosexuel. Donc le mariage pourra avoir lieu. S'il a été célébré par cet État ou pas au Canada auparavant, on a déjà prévu dans le texte de loi qu'il y aurait une reconnaissance sur le statut d'antériorité. C'est-à-dire qu'il ne sera pas nécessaire de faire une nouvelle démarche localement. Si votre mariage est reconnu au Canada ou dans des États américains, la transcription dans l'état civil français se fera sans aucune difficulté, comme c'est le cas normalement pour un mariage hétérosexuel aujourd'hui, mais il n'y aura pas de condition de limite de délai dans le temps. Donc tout sera fait pour que les choses se passent le plus facilement possible, forcément dans une période transitoire, puisqu'il faudra rattraper tous les mariages de couples de même sexe, et il y en a déjà un certain nombre pour des Français au Québec. J'en connais certains qui s'étaient mariés à leur arrivée, donc depuis 2005, et pour eux, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir, mais nous serons évidemment vigilants pour voir que toutes les choses se passent correctement. C'est une nouvelle procédure et donc elle mérite d'être surveillée, mais personnellement, je suis assez optimiste. Merci Franck. Alors on a une question de Hélène de Los Angeles qui nous demande votre slogan « La France qui nous ressemble », c'est-à-dire, que voulez-vous dire par cette expression? Alors le slogan, c'est une voix qui vous ressemble pour une France qui nous rassemble. Alors la voix qui vous ressemble, c'est l'ambition que j'ai. Évidemment, je ne me prétends pas être représentatif de tous, mais je prétends par contre m'appuyer sur la candidature qui contient le plus de soutien diversifié et tant localement que par rapport à un parcours de vie. Donc c'est cette candidature qui vous ressemble d'une certaine manière en étant la plus diverse possible. Quant à la volonté de rassembler, c'est un peu ma philosophie en politique. Quand j'étais conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, je travaillais pour tous les Français, tel que doit être un mandat, mais je travaillais également avec l'ensemble des autres conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger. Au Québec, nous avions de grosses difficultés de visa et on constatait qu'il y avait une impréparation des Français qui souhaitaient immigrer au Québec ou au Canada. J'ai donc organisé, lors d'un déplacement à Paris pour l'Assemblée des Français de l'étranger, des rendez-vous avec la délégation du Québec et à l'ambassade du Canada. Ces rendez-vous, c'est moi qui les ai pris, mais j'y ai associé immédiatement les autres conseillers de ma circonscription parce que leur approche et leur témoignage étaient forcément complémentaires du mien et on pouvait parler dans le même sens les uns et les autres, qu'on soit de droite ou de gauche, puisque les problèmes, nous en étions tous témoins et nous avions des exemples différents pour appuyer ce discours. Donc voilà en quoi je pense que quand on est Français de l'étranger plus encore, on doit se mettre dans une démarche de rassemblement. C'est que les intérêts, quand on y réfléchit, ils sont souvent partagés. Et le climat politique actuel en France montre un tel clivage qu'il devient presque impossible d'engager une réforme dans un sens ou dans un autre. Dès qu'une proposition est faite, on sent tout de suite qu'il y a une volonté de bouclier, une levée de bouclier qui s'oppose à cette volonté. Donc pour ma part, ma démarche politique, ce sera d'essayer justement d'aller contre cette résistance à toute évolution en essayant de rassembler le plus large possible. Et en tant que Français des États-Unis et du Canada, je pense qu'on sera en capacité, avec celles et ceux qui voudront bien évidemment, de proposer des projets qui seront signés par le plus de monde possible. Et comme je vous le disais plus tôt dans cette discussion, en premier lieu, ceux qui seront les prochains élus à l'Assemblée des Français de l'étranger, quelle que soit leur étiquette politique. Merci Franck. Alors on a Jacques de Montréal qui nous demande si vous êtes élu, comment pourra-t-on vous contacter? Alors évidemment, on pourra me contacter par email puisque chaque député a une adresse email disponible. Il y a également un numéro de téléphone parfois. Donc je m'engage pour ma part à ce que aucun message ne soit laissé sans réponse. Même si c'est pour dire je suis désolé, je ne suis pas au courant, je ne sais pas ou quoi que ce soit, ou je ne peux rien faire parce que ça arrive dans certains cas. Je ne prétends pas pouvoir régler tous les problèmes, mais ce n'est pas le rôle d'un député. En revanche, parfois, même si certains problèmes je ne suis pas en mesure de les régler, je connais des personnes qui, eux, peuvent peut-être intervenir. Donc je me permettrai de transférer certains messages ou de mettre en contact différentes personnes. Donc le lien se fera essentiellement par ce biais-là, au quotidien. Mais sinon, il y aura des liens directs par présence dans la circonscription. Je viendrai une fois par mois en moyenne dans un déplacement dans la circonscription et peut-être plus si j'y arrive, mais au moins je prends un engagement avec une certaine prudence, c'est que sur une année complète, vous aurez l'occasion de me voir dans la circonscription une douzaine de fois. Et puis, il y aura la possibilité de faire l'exercice que nous faisons actuellement, c'est-à-dire des rencontres régulières. Je serai depuis Paris, où l'heure sera peut-être un peu tardive, mais on a l'habitude, avec les séances de nuit à l'Assemblée nationale, de se coucher tard, et je prendrai donc des rendez-vous périodiques pour que nous puissions échanger comme on le fait présentement. Mais je tiens à insister là-dessus. Vous verrez que j'arriverai à faire d'un mandat sur 2 pays qui constituent presque un continent à eux seuls, un mandat avec un lien local très fort.
Merci. Alors Franck, on a une question de Marie-Claire de Seattle qui nous demande les liens entre les universités américaines et les entreprises sont très développés. Quelle est votre interprétation, votre avis sur cette situation par rapport à la réforme des universités en France et si c'est un modèle qui pourrait fonctionner en France? Alors nous suivons un modèle en transition sur le monde universitaire. Il y a encore quelques années, l'université se voyait comme une institution qui formait des esprits, qui offrait un savoir, mais qui ne créait pas de passerelle avec le monde de l'entreprise. Pour ma part, j'ai étudié dans le cadre d'une formation universitaire, mais alliant un programme en alternance dans une entreprise. Donc j'ai vécu, si vous voulez, la rencontre de ces deux mondes. Et honnêtement, ça ne se passait pas toujours très facilement, notamment je pense à certains enseignants qui ne comprenaient pas d'avoir à modifier le cursus du programme en fonction des attentes des entreprises. Mais ça, je pense que ça devient de moins en moins le cas. Il y a eu une évolution des mentalités qui est assez propice parce qu'enfin, on a une collaboration positive quand il s'agit finalement de préparer des Français qui étudient dans les universités à un emploi. Et il y a un autre volet qui est intéressant, c'est peut-être les passerelles qu'on peut créer entre le monde universitaire, qui est parfois le monde de la recherche, et les entreprises, le secteur privé. Je crois que ces deux mondes-là, on aurait besoin de se connaître mieux, parce que parfois les préjugés sont forts dans un sens comme dans un autre. Donc il y a une proposition qui m'a été faite et que j'ai repris dans mon programme, qui était de favoriser le fait que les écoles d'ingénieurs aient à faire un stage dans un monde, dans un univers de recherche, et qu'à l'inverse, ceux qui font des études universitaires se destinant à être chercheurs est également à faire un stage dans l'univers du privé. Parce qu'il faudra toujours multiplier les initiatives qui rapprocheront d'une manière ou d'une autre les entreprises avec le domaine de la recherche. Là aussi, on peut trouver une approche positive dans les deux cas, où chacun pourrait en profiter. Et c'est vrai que le dynamisme de la recherche aux États-Unis, stimulé par une application dans l'entreprise immédiate, et surtout, un aspect aussi que j'aimerais bien voir un jour se manifester en France, c'est-à-dire que ceux qui ont eu la chance de réussir, comme c'est le cas de Google, redonnent aux universités qui les ont aidés sous forme de dons financiers ou de la construction d'une nouvelle aile, de labos de recherche, etc. C'est ce type de belle entente que j'aimerais bien voir un jour s'établir en France. Merci. Alors une question à nouveau d'Alexis de French Morning. Pendant le débat, vous avez dit qu'aucun enfant n'avait été déscolarisé à cause de l'arrêt de la PEC. Maintenez-vous cette affirmation ce soir? Alors écoutez, après la vérification, les services consulaires que nous avons rencontrés maintiennent ce discours-là. C'est ce que disent les consulats. Maintenant, il y a eu des scolarisations comme il y en a chaque année, c'est-à-dire que quand vous faites les inscriptions au mois de juin, quelles que soient les classes, de la maternelle jusqu'à la terminale, il y a des personnes qui sont annoncées comme voulant faire leurs études dans l'établissement en septembre, et quand vous arrivez en septembre, vous voyez que ces personnes-là ne sont plus scolarisées. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas de personne pour qui l'abandon de la PEC a été la cause première de la déscolarisation, puisque des solutions ont été proposées pour ces familles pour pouvoir rentrer dans le système de bourse quand elles y avaient droit. C'est le discours des autorités. Est-ce que je peux vous dire qu'il est forcément vrai à 100%? Je ne peux pas. Si demain une famille vient ou m'appelle ou me téléphone en me disant ce que vous avez dit est inexact, pour ce qui me concerne, je n'ai pas pu continuer à scolariser mon enfant parce qu'avec la fin de la PEC, je n'avais plus les moyens de scolariser et aucune bourse m'a été proposée, je serais obligé de reconnaître que cette situation existe. Mais jusqu'à présent, je n'y ai pas été confronté. Merci. Alors une question de Amaury à Québec qui nous dit « On a beaucoup parlé de la transparence dans la vie politique. Qu'en pensez-vous et comment comptez-vous y contribuer ?» Alors je pense que là aussi, ça fait partie de l'enrichissement culturel au sens large qu'on peut avoir eu en Amérique du Nord. J'ai été frappé d'apprendre qu'un candidat pour être député au Québec, par exemple, au Canada, ne pouvait pas avoir un autre mandat en cours quand il se déclarait lui-même candidat. Si vous voulez, nous, en France, on est en train de parler du cumul des mandats, c'est-à-dire que quand vous êtes élu député, si vous étiez élu maire, comme c'est le cas d'un des candidats à cette élection, vous seriez amené par la loi à démissionner de votre poste de maire. Mais là, on va plus loin, ça veut dire qu'on ne pourrait même pas être candidat, par exemple, comme c'est le cas de 2 personnes qui sillonnent la circonscription depuis des mois, et avoir toujours un mandat électif local qu'on ne peut pas assurer puisqu'on est en campagne ailleurs. Or, ces personnes continuent de percevoir des indemnités pour le mandat qu'elles représentent. Et il y a aussi un problème de gouvernance. Par qui parle
au nom des électeurs qui sont censés représenter, que ce soit comme maire ou conseiller régional. Donc je pense que la pratique politique en France a besoin d'être changée et j'en ai la conviction que c'est possible à travers cette expérience locale. Je pense aussi qu'on doit être transparent sur son patrimoine avant même l'élection, simplement non pas pour démontrer que soit on a réussi dans la vie ou qu'au contraire on est un candidat modeste, c'est pas le propos. C'est important de démontrer qu'on n'a pas de conflit d'intérêt par rapport à des relations d'entreprise qu'on pourrait avoir si on est par exemple actionnaire d'une entreprise qui postule à des marchés publics, qu'on ne mène pas une activité en lien avec le lobbying, le trafic d'influence, pardon, pas le trafic, mais le monnaiement d'une influence quelconque, puisque là, on ne peut pas être à la fois et parlementaire et en relation avec tel ou tel domaine. On a vu des scandales notamment avec les laboratoires Servier récemment en France, et on s'est rendu compte que certains parlementaires avaient des relations troubles avec ce laboratoire. Donc je crois qu'on est vraiment dans une exigence de transparence et qu'il vaut mieux aller trop loin dans ce domaine-là que pas assez, mais je crois même que ce que j'ai proposé est loin d'aller trop loin, mais par contre, ce qui est singulier, c'est de voir à quel point tous les autres candidats sont frileux sur ce domaine-là. Et enfin, dernier point, je pense que dans la pratique politique, il faut favoriser le renouvellement du personnel politique. Je pense que si je suis élu, je suis un agent de renouvellement à ce titre-là, puisque je ne réponds pas aux critères habituellement représentatifs des hommes et des femmes politiques actuellement élus. Et il faut aussi s'astreindre à une certaine discipline, à savoir ne pas s'accrocher à un mandat. Donc déjà, ne faire que ce mandat, ne pas avoir d'autres activités ou professionnelles ou politiques, mais ne pas continuer à être élu plus de 2 mandats. En tout cas, je ne demanderai pas à ce que la loi l'impose, mais je ferai de cette pratique un exemple en me l'appliquant à moi-même. Merci. Alors, on va prendre les 4 dernières questions qui nous restent, puisqu'on arrive quasiment à la fin de cette libre antenne. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les envoyer par email ou directement là dans la boîte à questions, et on vous répondra ensuite séparément sans problème. Alors, une question de Janie de Montréal qui dit « J'ai reçu un email de Frédéric Lefebvre disant que le PS veut absolument imposer spécifiquement les Français de l'étranger. Qu'avez-vous à répondre ?» Alors j'y ai fait allusion sans le nommer directement, parce que moi aussi j'ai reçu cet email, étant toujours dans la base de données de Frédéric Lefebvre, on l'envoie de courriel, et c'est ce type de politique qu'il ne faut surtout pas faire. Évidemment, il n'y a aucun projet d'imposition des Français de l'étranger, mais voilà, un candidat essaye de gagner des voix en créant un climat de suspicion, en montant les Français les uns contre les autres, là en l'occurrence le gouvernement contre les Français qui vivent aux États-Unis et au Canada. Mais si vous avez un petit peu de mémoire, vous vous rappellerez que cette méthode politique, elle a été mise en œuvre par le précédent président, et on voit dans quel état se retrouve aujourd'hui la France au niveau des crispations sociales. C'est-à-dire qu'en montant les uns contre les autres, en criant à la menace, que ce soit venant d'étrangers, que ce soit venant d'entreprises, que ce soit de la finance, que ce soit de ci, de ça, on crée finalement un climat délétère sur lequel il devient très difficile de proposer des réformes, puisque toutes sont suspectées a priori d'être au détriment d'un tel ou d'un autre. Donc je le dis haut et clair, il n'y a pas de projet d'imposition des Français de l'étranger, et les revenus qui sont perçus à l'étranger sont taxés à l'étranger. Par contre, si vous avez des revenus de source française, cela s'applique pour n'importe quelle personne, c'est-à-dire un Américain qui aurait une entreprise en France, un bien immobilier, paiera des impôts en France, mais c'est vrai dans le sens inverse. Un Français qui aurait un appartement aux États-Unis, qui le louerait, paye des impôts aux États-Unis sur les recettes de cette location. Et ça ne changera pas. Alors, puisqu'on parle de vos adversaires politiques, la question de Gérard de Toronto qui nous demande justement « Que pensez-vous du ralliement de Gérard Michon et Marc Cormier à Frédéric Lefebvre? Ne craignez-vous pas un regroupement de la droite derrière Frédéric Lefebvre à nouveau ?» Écoutez, j'ai été très surpris honnêtement, et pourtant je connais Gérard Michon puisqu'il siège à l'Assemblée des Français de l'étranger. Ça a été, lors de la dernière campagne, un des pourfendeurs contre les candidatures parachutées, en disant justement, en tant que conseiller à l'AFE, qu'il était important d'être représenté par quelqu'un qui avait eu l'expérience de la vie à l'étranger et qui aussi connaissait un minimum les dossiers spécifiques aux Français de l'étranger. Or, par ce ralliement, il contredit tout ce qui avait été sa campagne de l'an dernier. Donc écoutez, j'ai découvert ça aujourd'hui, j'espère que j'aurai l'occasion de revoir M. Michon, et j'aimerais bien avoir une petite conversation avec lui pour comprendre comment on peut, à ce point, évoluer sur sa manière de voir les choses. Alors, question de JP de Québec. Je reviens sur le mariage pour tous. Pourquoi tant d'énergie sur ce texte dans la première année de mandat de François Hollande, alors que les Français attendaient des réformes dans le domaine économique principalement?
Alors, je comprends qu'on puisse poser cette question-là, mais il faut aussi, à ce moment-là, aller peut-être un peu au-delà de l'image médiatique qui a été donnée du travail qui a été fait par le gouvernement. Parce que le mariage pour tous n'a été qu'un projet de loi parmi beaucoup d'autres. Je crois qu'on a battu le nombre d'heures qui ont été travaillées à l'Assemblée nationale sur l'année écoulée. Ça veut dire que les députés ont travaillé plus que jamais sur différents sujets. Et je crois qu'on a résumé sur mon site internet, mais aussi sur ma page Facebook, tous les engagements qui ont été tenus par François Hollande. On a dépassé les 20% qui sont déjà acquis, c'est-à-dire 1/5 du mandat, donc on est dans les temps, mais il y a aussi 40% d'autres engagements qui sont en cours de réalisation. Donc il est fort possible qu'avant même la fin du quinquennat, l'ensemble du programme ait été réalisé, voire peut-être certaines mesures resteront en suspens, mais sur sa grande globalité, l'action du gouvernement a porté sur un très large nombre de sujets. Et pour l'emploi, j'en citerai que deux, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Il y a les emplois les contrats de génération, qui avaient été une promesse de campagne et qui sont déjà opérationnels. Et puis, il y a les emplois tremplins, les nouveaux emplois jeunes, qui permettent de compenser un handicap à l'accès à l'emploi d'une certaine population peu diplômée qui était sinon condamnée au chômage. Donc ces mesures-là sont rentrées en vigueur, commencent à monter en puissance, et c'est ce qui permet d'affirmer aujourd'hui au président de la République et au Premier ministre que la courbe du chômage qui augmente depuis 4 ans maintenant sans interruption va connaître un inversement de tendance d'ici la fin de l'année et qu'on va rentrer dans une nouvelle phase positive où le chômage va décroître et qui va rejoindre aussi comme ça la décrue du déficit public, parce que ça on le souligne peut-être pas assez, mais depuis maintenant 1 an, on a eu une baisse du déficit public, certes moindre qu'attendu, mais qui est quand même assez significative. Donc on a pris un nouveau chemin, et ça j'espère que les Français auront la justice, auront la capacité de rendre justice au gouvernement quand ces résultats seront devant leurs yeux. Merci Franck. Alors, dernière question qui est d'ailleurs très bien pour conclure de Hélène de Los Angeles. Pourquoi voter pour vous? Pourquoi vous et pas un autre? Alors, pourquoi moi et pas un autre? D'abord parce que parmi les différents candidats, je suis quelqu'un qui a été élu à l'Assemblée des Français de l'étranger et qui donc a travaillé sur ces différents sujets qui concernent les Français de l'étranger. J'ai ensuite participé à la campagne de Corinne, à titre bénévole évidemment, et surtout, je suis libre aujourd'hui de tout autre mandat, de toute autre activité. Mon engagement pour cette campagne, il est total. Ma volonté en me portant candidat, c'est de poursuivre un travail qui avait été amorcé par Corinne et par son équipe, et de prendre maintenant la relève et de travailler pour améliorer cette situation des Français de l'étranger telle que je l'ai exposée tout au long de cette conversation. Mais ce qu'il faut comprendre dans ma démarche, c'est que je ne suis pas en train de poursuivre une carrière sur le plan professionnel. Je mets ma carrière professionnelle entre parenthèses. Ce que je veux faire, c'est poursuivre un engagement que je pense utile. Ma démarche, elle est vraiment de servir et pas de me servir. Je ne tirerai pas de profit personnel de devenir un député. Certes, ma vie changera, mais elle sera aussi contrainte parce que je m'imposerai de me donner à fond dans ce mandat. Et vous pourrez en juger sur pièce. Et je crois que dans cette démarche, aujourd'hui, parmi les 12 candidats, je suis celui qui est le plus en capacité d'agir, déjà par rapport à cette approche que je viens de vous décrire, mais aussi parce que je vais rejoindre un gouvernement qui est actuellement au pouvoir et avec qui j'ambitionne de travailler. Ce que j'avais déjà fait en tant que conseiller à l'AFE, je le poursuivrai en tant que député. Ma parole sera plus facilement entendue à l'Assemblée nationale et je n'ai d'autre objectif que de faire en sorte que ce gouvernement soit encore plus attentif à la situation des Français de l'étranger. Mais il a déjà démontré par certaines dispositions, comme le fait d'avoir nommé par exemple une ministre déléguée aux Français de l'étranger qui était elle-même une Française de l'étranger. Ça, c'est déjà en soi une petite révolution dans la manière dont on est considéré si on compare ceux qui avaient occupé ce poste dans le gouvernement précédent. Merci beaucoup Franck, merci Annie, on arrive à la fin de cette libre antenne. Merci également à toutes celles et ceux qui ont posé leurs questions. Malheureusement, on n'a pas eu de questions orales, peut-être une prochaine fois, mais vraiment merci à tous, où que vous soyez dans la circonscription, d'avoir envoyé toutes vos questions justement sur quasiment tous les domaines qui ont été touchés dans la campagne. Annie, puis ensuite peut-être Franck, je vous laisse le mot de la fin. Eh bien, merci beaucoup à tout l'auditoire et également à Franck. Je pense que Franck a vraiment bien exposé notre point de vue. Je pense qu'il mérite vraiment d'être député. C'est un grand humaniste et voilà, je conclurai en disant que il est extraordinaire et il connaît vraiment bien ces sujets.
et que les Français doivent lui faire confiance. Merci Annie, je vous remercie également de nous avoir écoutés, mais si vous voulez, je suis un peu gêné évidemment par les compliments qui me sont adressés de cette manière-là, mais en tout cas ça illustre le soutien déjà que j'ai d'Annie, c'est-à-dire qu'une fois que je serai député, je sais que je vais pouvoir compter sur elle, sur le terrain, mais vous voyez, on est dans cette démarche d'équipe, on se fait confiance les uns les autres, donc regardez-nous, examinez-nous sur toutes les coutures, on est là pour ça. Et puis j'espère que vous arriverez à me faire confiance également. Vous n'êtes peut-être pas sensible à une politique socialiste, et je peux le comprendre, on a tous des idées politiques qui peuvent être différentes, mais par contre je crois qu'on peut vraiment se rejoindre quand il s'agit de défendre une vision, celle d'être un Français de l'étranger, et de concevoir finalement que ça peut également être un apport pour notre pays. Donc voilà, je vous demande simplement de me faire confiance, je crois que on est capable de s'entendre sur bien des sujets, et si l'occasion nous est donnée de poursuivre cet échange, cela me fera plaisir d'essayer de vous convaincre davantage. Merci encore et j'espère à un prochain rendez-vous. Merci à tous. Au revoir.